J'ai grandi dans une famille plutôt aisée, en Afrique de l'Ouest. Mon père, un homme d'affaires très riche, avait une influence considérable dans la région. Ma mère, plus discrète, assurait la stabilité du foyer. Dès mon plus jeune âge, mon père manifestait le souhait de me voir devenir médecin. À ses yeux, c'était le métier le plus noble, le plus respecté, celui qui apporterait un certain prestige à notre nom. Pourtant, moi, je n'avais aucun intérêt particulier pour la médecine. Je rêvais davantage de m'orienter vers des études d'ingénierie ou d'informatique. Mais mon père ne m'a jamais laissé le choix. Il répétait sans cesse « Tu seras docteur et tu hériteras de l'hôpital que je te construirai. » Au lycée, j'étais un élève passable, pas vraiment passionné par la biologie et la chimie. Mais mon père, intransigeant, exigeait de moi les meilleures notes dans ces matières. Je ne voulais pas le décevoir, ni affronter ses colères. Il payait parfois des professeurs particuliers, mais je n'éprouvais aucune vocation pour la médecine. Par la suite, quand je suis entré en faculté de médecine, j'ai immédiatement compris que je n'avais ni l'enthousiasme, ni la rigueur nécessaires. Les cours me semblaient pénibles, et je manquais de motivation pour assimiler l'anatomie, la physiologie ou la pharmacologie. Très vite, j'ai vu que certains de mes camarades, moins doués en théorie, recouraient à la corruption et aux petits arrangements. Dans notre université, il n'était pas rare qu'un étudiant arrose un professeur pour obtenir de bonnes notes à un examen qu'il n'avait pas révisé. Moi aussi, hélas, je suis tombé dans cette combine. Mon père, fortuné, me donnait suffisamment d'argent pour remercier les professeurs et leur demander des faveurs. C'est ainsi que j'ai progressé dans le cursus sans jamais maîtriser sérieusement les notions vitales d'un futur médecin. Chaque année, je passais les partiels d'extrême justesse, ou alors j'obtenais carrément des notes falsifiées. J'avais beau me sentir coupable, mon père me répétait « Je te paie tes études, tu feras de la médecine. » Un point c'est tout. Il m'imaginait déjà en blouse blanche, recevant des patients, accrochant mes diplômes au mur. Quand, après plusieurs années, j'ai terminé la faculté, j'avais un bout de papier en poche qui attestait que j'étais docteur, bien que je ne sache quasiment rien en diagnostic ou en soins. Ma mère, plus lucide, m'avertissait « Mon fils, tu ne devrais pas jouer avec la santé des gens. Peut-être devrais-tu laisser d'autres médecins compétents gérer l'hôpital que ton père veut te construire. » Mon père, persuadé que j'étais un médecin brillant, a tout de suite investi dans la construction d'un grand hôpital, un bâtiment moderne, bien équipé, avec des blocs opératoires, des machines de radiologie, un laboratoire d'analyse. J'étais effrayé par tant de responsabilités, mais mon père me poussait « C'est ton hôpital, tu vas le diriger, tu vas sauver des vies. » Dans ma tête, je me disais « Comment vais-je faire ? Je ne maîtrise rien. » Ma mère me suppliait « S'il te plaît, ne reçois pas de patients, engage un vrai docteur. Occupe-toi seulement de la gestion administrative. » J'aurais voulu l'écouter, mais mon père refusait. Mon fils est médecin. Pourquoi engager un autre ? Je me suis donc installé dans un grand bureau, avec un écriteau « Docteur » sur la porte. Au début, je laissais les infirmières et un assistant médical, plus compétent que moi, s'occuper des patients. Je ne faisais que signer quelques papiers ou donner des ordres imprécis. Mais peu à peu, mon ego a gonflé. Je voyais des patients me regarder avec respect, me dire « Bonjour docteur, merci de nous soigner. » J'ai commencé à prescrire moi-même des médicaments, à faire semblant de comprendre les radios qu'on me montrait. Dans certains cas,
des gens se disaient satisfaits, même si c'était souvent mon assistant qui corrigeait discrètement mes erreurs. Puis est arrivé un premier drame. Une femme est venue pour un avortement clandestin. Elle ne voulait pas garder le bébé, et je ne savais pas quelles précautions prendre, ni quels médicaments prescrire. Je n'ai consulté personne, me disant « Je suis le patron, je dois tout savoir ». J'ai donné un protocole médicamenteux complètement inadapté, et la patiente s'est mise à saigner abondamment. Elle a fini par mourir dans mon hôpital. J'ai prétexté devant la famille que c'était un cas très compliqué, que nous avions fait de notre mieux. J'étais bouleversé intérieurement, mais je ne voulais pas avouer que j'étais un incapable. Le temps a passé, et je n'ai tiré aucune leçon de ce premier décès. Je me suis convaincu que la faute incombait à cette dame qui jouait avec sa vie en voulant avorter. Ma mère était de plus en plus inquiète. Elle me suppliait de laisser faire les infirmiers ou d'engager un vrai gynécologue. Mais mon père trouvait que j'étais parfaitement en droit de gérer l'affaire. Selon lui, un avortement qui tourne mal, ça arrive dans beaucoup de cliniques. Il se fiait à mon diplôme, ignorant qu'il était obtenu par corruption. Un deuxième cas s'est présenté. Une jeune femme venue pour un banal contrôle, affirmant ressentir des douleurs thoraciques. Au lieu de la renvoyer vers un radiologue professionnel, j'ai voulu faire l'examen moi-même. Je ne maîtrisais rien en imagerie médicale. Je ne savais pas interpréter les clichés correctement. Pourtant, j'ai prétendu qu'elle avait un cancer du sein et je lui ai prescrit un traitement lourd, très onéreux, qui lui a détruit la santé sur plusieurs semaines. Ce n'est que quand mon assistant l'a incité, en cachette, à consulter un autre hôpital que la vérité est tombée. Elle n'avait qu'une infection bénigne et un peu de fièvre. Malheureusement, son organisme avait déjà été affaibli par mes erreurs. Elle est morte quelques jours plus tard, de complications. Le choc a commencé à se faire sentir parmi mes employés. L'infirmier-chef m'a pris à part pour me dire « Docteur, vous n'êtes pas qualifié pour poser ces diagnostics. Vous mettez des vies en danger. » J'ai crié, hurlé qu'il n'avait pas à me donner de leçons, que j'étais le patron. Au fond, je savais qu'il avait raison, mais j'étais trop orgueilleux pour l'admettre. Et j'avais peur des réprimandes de mon père si je semblais incompétent. J'ai menacé de le licencier s'il osait encore me contredire. Un troisième cas est arrivé, plus dramatique encore. Un homme se plaignait de douleurs abdominales aiguës, évoquant une possible appendicite. Le vrai médecin, mon assistant qualifié, était absent ce jour-là. Je me suis entêté à opérer le patient moi-même. Croyant que c'était une opération simple, j'ai demandé l'aide d'un autre auxiliaire et nous avons ouvert le ventre de ce patient. En cours de route, je me suis aperçu que je ne savais pas quoi retirer ni comment refermer correctement. L'homme est mort sur la table, dans d'atroces souffrances. Cette fois, la famille a porté plainte. Il y a eu un tollé. Dans les médias locaux, on parlait de clinique de la mort. On soupçonnait un homicide involontaire. Mon père a usé de tout son poids pour étouffer l'affaire, mobilisant ses relations, sa fortune, convainquant les autorités de classer le dossier. Moi, je me suis retrouvé en prison pendant quelques jours, le temps qu'il finalise les négociations. Il m'a fait sortir, mais l'image de l'hôpital était entachée. Les patients ont commencé à fuir. Il a dû recruter un vrai chirurgien chevronné. Après cette arrestation, ma mère est intervenue fermement, imposant à mon père de me retirer toute responsabilité médicale. Notre fils n'est pas un vrai docteur. Il va encore tuer des gens. Mon père, contraint par la pression médiatique, a finalement accepté de nommer un directeur compétent. Quant à moi, on m'a prié de cesser toute intervention auprès des malades.
J'ai tout abandonné. J'ai rendu ma blouse et j'ai quitté l'hôpital. Mon père, furieux, me voyait comme un incapable qui avait terni son nom. Mais pour moi, c'était un soulagement de ne plus porter le poids de mensonges. Même si j'aurais dû prendre cette décision bien plus tôt. Me retrouvant sans occupation, je me suis mis à profiter de l'argent familial. J'allais en boîte de nuit, je fréquentais des gens superficiels. Je buvais, je collectionnais les aventures. Je voulais noyer ma culpabilité dans les plaisirs. Au fond, je gardais en mémoire les 3 patients décédés par ma faute. Ou plus exactement, il y en avait sans doute davantage dont je n'ai pas gardé le compte précis. Je tentais de chasser ces fantômes de mon esprit. Mais les jours passaient et je sentais un malaise grandir en moi. Un matin, j'ai commencé à ressentir des douleurs abdominales. J'ai cru que ce n'était qu'une simple indigestion. Les jours suivants, mon ventre a commencé à gonfler. Je me suis d'abord dit que c'était sans doute un excès de nourriture ou d'alcool. Pourtant, je mangeais moins qu'avant. Plus le temps passait, plus mon ventre prenait du volume, comme si j'étais ballonné en permanence. J'ai consulté des médecins, cette fois de vrais docteurs, externes à notre famille, pour comprendre ce qui se passait. Les examens cliniques n'ont rien révélé. Prise de sang, échographie, rien d'anormal. Les médecins me répétaient « Vos organes sont en parfait état. On ne voit aucun problème organique. » Pourtant, la douleur grandissait. Mon ventre s'arrondissait comme si j'étais enceint. Dès que je mangeais, j'avais la sensation de lame qui me transperçait à l'estomac. J'ai commencé à maigrir du visage et des membres, alors que mon abdomen continuait de gonfler. C'était effrayant. On aurait dit un cas de malnutrition extrême, alors que j'étais capable de m'acheter de la bonne nourriture. La nuit, je faisais des cauchemars où apparaissaient les visages de mes victimes. La femme de l'avortement, la jeune patiente supposément cancéreuse et surtout l'homme opéré. Il me fixait avec un regard d'accusation, brandissant des seringues, des scalpels. Je me réveillais en sueur, certain que mon mal physique avait une origine plus spirituelle que médicale. J'avais le sentiment que la vengeance des morts pesait sur moi, que mon abdomen gonflé était comme un tombeau de toutes ces âmes que j'avais fauchées. Mon père, lui, ne voulait rien entendre. Il refusait d'admettre ma responsabilité, maintenant que l'hôpital fonctionnait sous la direction d'un vrai médecin. Il me voyait dépérir sans me proposer la moindre aide. Je me disais qu'il devait me haïr de l'avoir déçu, ou alors qu'il était dans le déni. Ma mère, bouleversée, a essayé de m'emmener dans des hôpitaux plus spécialisés, mais à chaque fois, les diagnostics revenaient vierges. Aucun problème détecté. Alors, elle a fini par me murmurer « Peut-être qu'il faut consulter un prophète, un marabout ou un prêtre pour te libérer de ces morts qui te poursuivent. » J'ai passé des jours à prier, moi qui n'étais pas croyant. J'ai supplié Dieu de me pardonner. J'ai supplié les âmes de mes victimes de cesser de me hanter. Mais mon ventre continuait de s'alourdir. Ma souffrance s'intensifiait. Je ne sortais plus, ou à peine pour aller vomir dans un coin. Un ami m'a mis en contact avec une personne sur Internet qui recueille des témoignages et les diffuse pour obtenir des conseils du public. J'ai accepté, car je ne vois plus quelle autre voie entreprendre. Voilà ma confession. Je suis un faux médecin, imposé par un père autoritaire qui a causé la mort de plusieurs patients par ignorance et orgueil. J'ai falsifié mes études, manipulé des professeurs, usurpé la confiance des malades. Maintenant, je paie le prix. Mon corps se déforme, les spécialistes ne comprennent pas,
et je sens la culpabilité me ronger. Je ne sais plus à quel saint me vouer. J'en appelle à quiconque lirait cette histoire. Existe-t-il un chemin vers la rédemption ? Dois-je tout avouer à la police ? Demander pardon aux familles des victimes ? Ou courir un risque vital s'ils cherchent la vengeance ? Peut-être qu'un pasteur, un prêtre, un imam, un exorciste saurait m'aider à briser cet envoûtement. S'il s'agit d'un envoûtement, je ne demande pas qu'on m'excuse, mais au moins qu'on m'oriente, parce que je me sens proche de la mort, physiquement et mentalement, sous le poids de ma faute. Si mon histoire peut empêcher un autre jeune de s'engager dans la fraude, dans le mensonge, ou dans une profession qu'il ne maîtrise pas, alors je l'aurais raconté pour une bonne raison.